Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 42e épisode, nous allons parler du tutorat en kinésithérapie. Ce terme vous est peut-être inconnu, j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses sur cette thématique dans cet épisode. J'ai en effet eu l'occasion de discuter avec Cyprien Guillot, qui est kinésithérapeute, directeur de l'IFMK de Dijon et également en thèse actuellement sur le domaine. Dans cet épisode, vous aurez donc une définition du tutorat et nous évoquerons également quelques pensées et réflexions autour de la thèse de mon invité. Je me répète à chaque fois, mais vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences et des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. J'ajoute que depuis l'épisode 35, des infographies qui reprennent les idées fortes de chacun des épisodes sont disponibles sur nos chaînes Instagram et Facebook. J'en profite également pour vous remercier sincèrement, vous auditeurs et auditrices qui faites vivre ce podcast. L'année dernière, vous nous avez écouté 33 000 fois, ce qui est énorme. En tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Et en plus, vous nous avez noté à chaque fois avec le maximum d'étoiles. Donc, merci à vous. Vous m'avez regonflé pour repartir sur une saison avec plein de nouveaux épisodes, plein de nouvelles thématiques et des invités extraordinaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. C'est la rentrée 2023, premier épisode après quelques mois de pause. Et je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler encore cette année de plein de nouvelles choses qui touchent de près ou de loin à la kinésithérapie. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Cyprien qui va se présenter juste après, mais Cyprien Guillot qui est directeur de l'IFMK de Dijon entre autres, mais qui réalise actuellement un travail de thèse sur des questions qui vont forcément vous toucher, notamment si vous accueillez des stagiaires ou si vous êtes intervenant, peut-être autour de ce monde des stagiaires en kinésithérapie, ceux qui sont en formation initiale. Donc on va parler de tout ça pendant ce podcast, et avant de lui laisser la parole pour une présentation un petit peu plus large, je voulais rappeler que GMK c'est un organisme de formation privée dans lequel on héberge un podcast, donc bien sûr j'ai des liens d'intérêt avec ce podcast, et puis tous les mois vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux autour de ces enregistrements. Je rappelle également qu'ils sont disponibles en audio sur toutes les plateformes de podcast et que on est de plus en plus écoutés, donc je voulais vous remercier. L'année dernière on a été écouté plus de 30 000 fois, donc je suis vraiment super content que ça puisse vous apporter des choses et que ça vous aide dans votre quotidien de kiné. Voilà, les présentations sont faites, mes intérêts sont faits. Bienvenue Cyprien, je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec nous. C'est moi qui te remercie Mathieu, merci beaucoup, salut, merci de m'accueillir je suis très ravi de pouvoir échanger avec toi, merci. Ok, super. Alors moi je me suis présenté rapidement, est-ce que tu pourrais te présenter, peut-être évoquer tes formations, ton parcours, et puis ensuite on discutera peut-être de comment tu travailles aujourd'hui. D'accord, ça marche. Donc Cyprien Guillot, donc je suis diplômé d'État en masso-kinésithérapie de l'IFMK dont je suis le directeur actuellement, l'IFMK Dijon. J'ai été diplômé en 2005. En 2005, après avoir réalisé 2 années de PACES, enfin non, c'était même pas PACES, c'était PCEMK1 à l'université de Bourgogne à la fac de médecine. Et donc j'ai fait ma formation à Dijon, et puis en 2005, donc j'ai été diplômé d'État. J'ai commencé mon activité professionnelle en étant assistant collaborateur à mi-temps chez un de mes anciens profs de l'école. Et l'autre mi-temps, je le faisais dans un centre médico-éducatif pour enfants polyhandicapés, enfants et adultes, puisqu'on avait également une maison d'accueil spécialisée. Et puis en 2008, mon prof de l'école chez qui j'étais assistant est parti à la retraite. Donc je suis devenu titulaire d'un cabinet où nous exercions à Troyes. Un cabinet également où il y avait des infirmières et des médecins généralistes. Et puis très rapidement, en fait, dès 2006, j'ai commencé à donner des cours à l'IFMK de Dijon. Alors sur une activité qui me passionne, c'était le massage, qui me passionne toujours. Et donc j'ai commencé à faire ces cours dès 2006, alors quelques heures. Et puis petit à petit, j'ai progressé dans le nombre d'heures de cours que je faisais à l'IFMK de Dijon. Parce que pour la petite anecdote, en fait, au moment de mon orientation en terminale, j'ai longtemps hésité entre un métier qui était la kinésithérapie, un métier que j'avais toujours voulu faire depuis mes 12 ans, âge auquel je me suis cassé la malléole et j'ai découvert ce beau métier.
Et puis, je voulais sinon être prof. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que je réussis aujourd'hui à allier mes deux passions, qui sont la kiné et puis l'enseignement. Et donc, en 2016, non, 2014, j'ai été recruté à mi-temps à l'IFMK de Dijon pour être référent des premières années. Donc, j'ai continué une activité libérale à mi-temps et puis l'enseignement pendant 2 ans. Enfin, l'enseignement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais être dans un IFMK, c'est pas que de l'enseignement. Et puis en 2016, je suis passé à temps plein. Je suis passé à temps plein en tant que responsable des stages. Donc j'ai quitté l'activité, donc je ne suis plus clinicien depuis 2016. Et puis en 2018, 2017-2018, j'ai réalisé un Master 2 en sciences de l'éducation. Où le sujet de mon mémoire était déjà sur le tutorat. Et puis depuis maintenant, depuis le mois d'août, je suis devenu le directeur de l'IFMK de Dijon. Donc ouais, c'est un parcours qui s'est fait, j'ai envie de dire, sans accroc jusqu'à présent. C'est assez drôle de constater les similitudes de nos parcours mutuels, parce que moi je suis sorti comme toi en 2005. Comme toi, j'ai découvert le métier de kiné parce que j'ai eu un souci de santé. Et en fait, je suis quasiment rentré dans... T'es rentré un peu avant moi à donner des cours à Dijon, et moi je donne... Alors oui, ce qu'il faut dire quand même, que ça reste pas en off, c'est qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble depuis de nombreuses années, et que je travaille, j'aurais envie de dire, pour toi aujourd'hui, en tant qu'enseignant vacataire à Dijon. Donc on se connaît bien. Et donc ouais, t'as fait cette continuité-là, et alors tu es parti en sciences de l'éducation en 2018, c'était quoi? C'était un souhait? C'était un besoin? Très honnêtement, alors non, c'était un besoin plus législatif, hein, une obligation dans le fait de vouloir m'investir pleinement dans la formation, les textes cadrant la formation initiale des étudiants en kiné, et ça a été réappuyé par un texte qui est sorti il y a 1 ou 2 ans maintenant. C'est quand même fortement marqué dans le texte que il est d'usage que les formateurs aient un niveau d'études qui corresponde maintenant à celui au minimum, un niveau universitaire des étudiants quand ils sortent de la formation. Donc ça, et puis à l'époque, j'avais Cécile Lemoteux comme directrice qui m'a vraiment initié et donné goût aux sciences de l'éducation. Et puis, elle m'a bien poussé, elle m'a bien mis des petits coups de pied là où il fallait bien pour qu'elle me précipiter dans cette formation. Et j'avoue que je suis parti en 2017 dans un univers qui m'était complètement inconnu. Et puis, je suis comme Obélix, hein, je suis tombé dedans. Et voilà, je me régale. Je me régale. On peut la saluer peut-être si elle nous écoute. Bien sûr. Maintenant, en plus, elle est sur, elle travaille sur la pédagogie, sur un groupe d'ailleurs, sur un groupe Insta, un peu Facebook sur la pédagogie. Et c'est vrai que je sais qu'elle a des appétences particulières pour ce domaine. Et ça nous fait encore un autre point commun. Moi aussi, j'ai fait sciences de l'éduc. Je crois qu'on l'a fait en plus dans la même université, Ouais. presque avec les mêmes équipes. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. C'est assez. Moi, je suis tombé presque par hasard aussi là-dedans. Alors, j'avais une question qui me venait après, en rapport avec ça. Donc tu dois être aujourd'hui, si des gens veulent enseigner en IFMK, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent moi j'aimerais bien. D'une part, qu'est-ce qu'il faut comme niveau de diplôme? Est-ce qu'il faut forcément un master? Ça c'est la première chose. Et d'autre part, est-ce que les IFMK de façon générale sont en recherche d'intervenants? Alors, il y a plusieurs éléments on va faire déjà une séparation que moi j'aime pas trop, mais il faut la faire quand même, entre les enseignants vacataires et ce qu'on va qualifier d'enseignants permanents en IFMK. Alors pour les auditeurs, hein, rapidement, l'enseignant permanent, c'est l'enseignant qui va avoir un contrat, généralement à durée indéterminée, qui va faire partie pleinement de l'équipe pédagogique. Alors ça peut être à temps partiel ou à temps plein. Et puis il y a l'enseignant vacataire. Alors des enseignants vacataires, chez nous, par exemple, on en a plus de 200 qui interviennent à l'année. On est une toute petite équipe pédagogique, mais on a... et moi, ce serait... j'aime pas bien qu'on différencie ces vacataires des permanents, parce que pour moi, ils font partie complètement de l'équipe pédagogique. Alors, avec des investissements moindres,
Mais par exemple, si on prend ton cas, Mathieu, tu fais partie des enseignants vacataires sur qui vraiment on peut compter, qui donne un nombre très important d'heures de cours dans notre institut. Et pour moi, si on prend ton exemple, tu fais partie de l'équipe pédagogique. Alors, on ne va pas te confier les mêmes missions. Toi, tu as des missions d'enseignement, mais quand même, voilà, je trouve que c'est une force. Et c'est grâce à vous, les enseignants vacataires, que, en tout cas, je vois que notre institut, il tourne. Donc, merci pour ça. Donc, pour enseigner en tant qu'enseignant vacataire, non, un diplôme universitaire n'est pas forcément attendu. Maintenant, pour les enseignants permanents, voilà, il y a un texte de cadrage qui dit que pour les équipes pédagogiques des IFMK, notamment, eh bien, il est attendu un niveau d'études similaire à celui des formés. Même si j'ai pas trop non plus des apprenants, on va plutôt dire. Voilà. Et pour répondre à la dernière partie de ta question, est-ce qu'on est en recherche? Bien évidemment, on est en recherche de gens qui ont envie de s'investir dans la formation de leurs futurs confrères et de leurs futures consoeurs. Alors après, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, on ne fait pas ce qu'on veut, en fait. Je l'avais mis de côté. On a ce petit texte de loi, en fait. Tout est régi dans un recueil des principaux textes qui régissent les études en massokinésithérapie. Et donc, parfois, on est à la recherche. Parfois, il y a des gens qui nous sollicitent, qui disent, moi, je voudrais bien donner un cours là-dessus. Peut-être qu'elle fera partie de nos auditrices, mais j'ai notamment quelqu'un qui m'a proposé d'intervenir sur l'aromathérapie. À ce jour, je sais pas, je peux pas la faire intervenir parce que je sais pas comment l'intégrer dans le cursus. Mais bien sûr, on est toujours à la recherche. Oui, effectivement, je pense qu'il y a du cadrage qui peut à la fois être important parce que ça permet aussi peut-être de lisser les programmes entre les IFMK. En même temps, vous avez quand même une petite liberté parce que si on regarde un peu, alors moi j'ai la chance d'intervenir dans 3 IFMK pour le moment et je sais que alors c'est toujours très agréable pour un enseignant parce que justement il y a une singularité des différents endroits. Et d'un côté, vous avez le même programme, mais vous avez quand même, entre guillemets, une petite liberté quand même de choix. Il y a, en fait, le cadrage, on fonctionne par unité d'enseignement avec un volume d'heures à réaliser, ça c'est cadré. Après, qui peut s'adapter légèrement, mais plutôt à la hausse en fonction aussi de ton projet pédagogique. Et le mot, il est là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un projet pédagogique, moi, je dirais que c'est plutôt une teinte, une couleur qu'on va pouvoir donner à la formation qui est réalisée dans tel ou tel IFMK. Et par exemple, nous, on a un projet pédagogique. Alors, souvent, il est porté par le directeur de l'institut. Donc, si je prends mon exemple, je porte le projet pédagogique de notre institut. Mais c'est un projet pédagogique, en tout cas je parle pour moi, hein, pour nous, ici à l'IFMK Dijon, c'est un projet pédagogique qui est un projet d'équipe. Et donc avec des teintes, des couleurs de l'équipe qui va accompagner les étudiants vers la professionnalisation. Voilà. Mais oui, on a quand même de la laxité, mais j'aimerais aussi bien, parce que parfois, c'est pas toujours bien compris ça. On pourrait penser qu'on peut faire ce qu'on veut. Non. Non, on fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut parce qu'il y a des textes de cadrage. On fait pas ce qu'on veut parce qu'on a une université qui est derrière. Hein. On est conventionné avec l'université. Il faut pas oublier qu'on attribue des crédits européens à nos étudiants maintenant. Et oui, on peut donner une couleur, on peut donner une teinte, on peut adapter des choses, mais tout ça, c'est pas au bon vouloir de la direction de l'IFMK. Ok, merci beaucoup. Et dans ton récapitulatif de ton parcours, sauf erreur de retard, tu n'as pas parlé de ton travail de thèse. Exact. Il me semble que tu l'as pas évoqué. Donc je te laisse peut-être évoquer cette partie. Bien sûr, oui, merci Mathieu, bien sûr. C'est pas des moindres parties d'ailleurs. Non, comme tu dis. Donc je suis entré en formation en thèse en 2020. En fait, en 2017-2018, je fais mon master. Donc je découvre un truc qui me passionne. Je fais mon mémoire sur les représentations. Alors c'est un truc qu'on appelle les représentations sociales du tutorat chez les étudiants et les tuteurs kinésithérapeutes, masseurs kinésithérapeutes. Et puis donc je finis en 2018. J'ai écrit un article. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais si ça intéresse les auditeurs. Il y a une synthèse en fait en quelque sorte de mon mémoire de master qui est paru dans Kiné la revue
en 2019. Et puis, chemin faisant, déjà, j'ai bien aimé tout ce travail de recherche. Et je me dis, quand même, dans mes recherches initiales, j'aimerais bien. Je trouve que cette réforme des études, elle est perçue sur le terrain. J'aimerais bien creuser ça. En fait, le constat de base, c'est ça. J'aimerais bien aller creuser un peu des petits trucs qui ressortent du mémoire de master. J'ai l'impression que cette réforme, elle peut parfois faire peur. Elle peut parfois amener une complète réticence des professionnels à encadrer des étudiants. Et à l'inverse, il y en a certains qui disent mais enfin, ça y est, il y a des choses qui vont évoluer. Donc ça, c'est le constat que je fais en 2018. Et puis, la thèse, mon départ en thèse, il est aussi le fruit de rencontres. C'est-à-dire que je rencontre des professionnels et surtout des chercheurs pendant mon master qui me donnent le goût de me dire, toi, en fait, tu peux te lancer là-dedans. Et notamment Madame Pérez-Roux, qui est donc actuellement ma directrice de thèse, et Éric Malero, qui est maître de conférence des universités. Tous les deux sont à Paul Valéry, à Montpellier. Et en fait, je me dis, mais vas-y, lance-toi. Donc en fait, c'est un peu le fruit du hasard. Je contacte Madame Pérez-Roux, je lui dis, j'aimerais bien me lancer en thèse. Elle me dit, ouais. Je serais ravi de t'accompagner. Et puis ça se fait comme ça. Et donc depuis 2020, donc je suis rentré dans ce processus parce que je pense que c'est avant tout un processus personnel, professionnel aussi. Je suis en 3e année de doctorat. Voilà un peu où j'en suis. Et donc je travaille actuellement. Le cœur de ma recherche, c'est un concept qu'on explorera peut-être plus tard dans l'entretien, mais c'est en gros, on appelle ça la professionnalité du tuteur de stage en masso-kinésithérapie. Alors, derrière ce mot professionnalité, c'est essayer de mettre un coup de projecteur sur cette mission du professionnel tuteur. Il y a encore quelques temps, je dirais, j'aurais dit ce métier de tuteur, mais finalement, au plus j'avance dans mes recherches, au plus je pense que c'est une mission, parfois subie, parfois choisie, parfois pleine de réjouissance, parfois pleine de tracas. On le voit bien chez nos collègues. Hein. Et c'est essayer d'aller creuser, de mettre un coup de projecteur sur cette chose, ce truc un peu mouvant, un peu interprétable, un peu parfois mouvant, parfois inconfortable, parfois très confortable. C'est d'aller. En fait, l'objectif, c'est d'aller juste mettre un coup de projecteur et essayer d'aller voir avec une loupe. Mais ça, faudrait bien malin celui qui pourrait dire que c'est facile à cerner, mais en fait, c'est d'essayer d'avoir ce qui se passe chez ces tuteurs. Ok, super. Justement, c'est le thème de ce podcast. Je voulais t'inviter pour ça, pour qu'on parle de ça. Aussi parce que je pense qu'il y a les sciences les sciences sociales de façon très large, appelées à tort sciences molles pour moi, c'est un non-sens, sont, je dirais pas mal aimées, mais disons incomprises dans le sens où, comme on est sur de l'humain, on est sur quelque chose qui peut être un petit peu plus vu comme nébuleux. Notamment sur ces histoires de représentation, parce qu'en plus il y a tout un jargon, tout un truc qui est propre aux sciences de l'éducation, et certaines personnes voient ça de façon un peu impalpable, nébuleuse, et voient pas trop l'intérêt, et au contraire on est sur quelque chose de très important dans la construction, je pense, tu me corriges si je me trompe, mais de la professionnalisation de nos futurs collègues déjà, et puis aussi pour la personne qui va le faire, c'est très intéressant de se poser la question comment elle vit les choses. On touche même des fois à l'intime, j'ai l'impression. Enfin, ce sera à toi de me dire ce que tu en penses, mais c'est un peu le point de vue que j'ai sur les sciences sociales qui sont primordiales et vraiment importantes pour nous, surtout à l'ère du biopsychosocial. On touche en plein dedans, je pense. Il y a plusieurs choses. Je vais donner mon exemple perso. Avant de partir en formation en sciences humaines et sociales, je faisais des sciences humaines et sociales. Parce qu'en tant que praticien, quand j'ai un patient qui arrive, je vais essayer de comprendre, par exemple, tu me corriges si je me trompe, Mathieu, mais je prends un patient lombalgique. Bien souvent, on a des gens qui arrivent avec des croyances
ne serait-ce que travailler sur ses croyances, questionner ses croyances, on est dans des sciences humaines et sociales. On va explorer la représentation, on va aller voir l'ensemble des idées, des croyances, des valeurs que les gens peuvent porter à un certain nombre de choses. Et ça, derrière, il y a une théorie qui s'appelle les représentations sociales. Voilà, par exemple, c'est celle que je maîtrise un peu plus parce que j'ai travaillé dessus. Mais tout ça pour dire que je peux comprendre tous nos collègues, hein, toutes nos consoeurs, tous nos confrères qui voient peut-être derrière toute cette théorisation qu'on peut faire, parfois des choses un peu fumeuses. Mais, enfin, je dirais que oui, parfois ça peut paraître des concepts fumeux, mais finalement, quand je vais faire un cours à mes étudiants de première année pour leur expliquer comment on apprend, c'est des sciences humaines, l'apprentissage, mais si on prend un peu de recul, dans nos cabinets de kiné, tous les jours, sur les plateaux techniques, à l'hôpital, dans une chambre, on va chercher parfois à apprendre des choses à nos patients. Donc, je dirais, voilà, c'est plus démystifier un peu le truc et de se dire, c'est pas parce que j'ai pas vu la théorie qui est derrière que je sais pas faire. Voilà. Après, au jour d'aujourd'hui, nos étudiants qu'on forme, oui, ils ont un nombre assez conséquent d'heures de sciences humaines et sociales, mais il ne faut pas que ça effraie nos collègues qui n'ont pas été formés dans ce référentiel-là. Ceux que ça intéresse, comme toi, comme moi, comme d'autres, on creuse, on va plus loin. Et puis, pour ceux où il y a moins d'appétence, ils ont des appétences pour plein d'autres choses. Donc, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que on est dans une pleine mixité en ce moment professionnelle. Et notamment là, la recherche que je suis en train de mener dans le cadre de ma thèse, je découvre des gens fabuleux, merveilleux, qui parfois se sentent en décalage avec ces jeunes qui arrivent dans le métier, et en même temps, quelle richesse! Ouais, c'est clair, c'est clair. Tiens, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as des liens ou des conflits d'intérêts à déclarer éventuels? Non, j'ai pas de conflit d'intérêts. Ok, parfait. Et bien justement, nous allons bondir directement, mettre les deux pieds dans le plat ou dans la mare, ou je ne sais pas comment il faudrait dire, sur le fameux tutorat. Et j'ai souhaité discuter de ça avec toi parce que ce terme, je sais que des confrères, des consoeurs qui accueillent justement des jeunes apprenants l'entendent. Et pour beaucoup de personnes, c'est assez abstrait. On a du mal à poser une définition. Est-ce que tu peux déjà nous définir pour toi ce que c'est que le tutorat? Quelle mission, quelle tâche complexe. Alors, je dirais que tutorer, être tuteur, c'est avant tout, en tout cas c'est ma perception, là c'est ma perception, c'est avant tout vouloir accompagner quelqu'un, quel qu'il soit, dans une amélioration de ses compétences. Et quand je dis amélioration de ses compétences, c'est que on a ce besoin en fait d'être confronté. Si on parle par exemple en stage, c'est ce besoin que pour devenir compétent dans un domaine, la réalité du terrain n'a pas d'égal. Et donc tutorer, c'est accompagner, mais avec cet objectif de développement de compétences. Pour moi, c'est vraiment cette volonté-là. Alors après, je pense qu'on va creuser dans l'échange. Il y a des moments clés, il y a des phases clés, il y a des choses comme ça. Mais pour la petite anecdote, là, j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps ma revue de l'art justement sur le tutorat dans le cadre de ma thèse. Et ce qui est assez perturbant, c'est que finalement, dans notre métier, la kinésithérapie, dans notre profession, la masso-kinésithérapie, on a peu étudié ça. On l'a beaucoup étudié chez les infirmiers, avec notamment un chercheur qui s'appelle Alain Baudry. On a beaucoup étudié le tutorat avec Maëla Paul, par exemple, qui
qui est vraiment un chercheur qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mais finalement, sur le tutorat en kiné, bah, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Et pourtant, enfin, moi je le dis toujours, on peut pas, la formation des futurs praticiens, elle est rien si on n'a pas nos collègues sur le terrain qui accompagnent ces jeunes. On peut pas, on peut pas, on peut pas. C'est alors il y a des mots fumeux, enfin, qui pourraient paraître prétentieux en sciences de l'éducation. On parle d'alternance intégrative, mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'alternance intégrative? C'est toujours penser que le terrain a un rôle aussi important. Je choisis mes mots, hein, aussi important. Il n'y a pas de souci. Voilà. Que ce qu'on peut faire ici, nous, en formation initiale, au cœur de l'institut. Donc voilà. Donc vraiment ce tutorat, voilà, définir le tutorat, bah, je pense ça vient d'une volonté en fait d'accompagner l'autre à développer ses compétences. Oui, il y a une notion de guidance. Moi, ça me fait penser beaucoup au terme d'éducation. Après, on va jouer sur les mots et peut-être que les spécialistes ne seraient pas d'accord. Moi, j'aime bien la notion. Ça va être une question intéressante. Je ne sais pas si tu pourras répondre. La différence entre éduquer et tutorer. Pour moi, l'éducation, il y a vraiment cette notion de donner du pouvoir à la personne qui est en face de toi pour le rendre plus autonome. Et est-ce que tu verrais une différence entre éduquer et tutorer du coup? Là, comme ça, spontanément, il y en a une qui me vient en tête. C'est que, alors ça va peut-être paraître bizarre. L'éducateur, il va savoir qu'il veut éduquer. Le tuteur, il va savoir qu'il veut, il a quand même comme objectif d'accompagner l'autre dans un métier. Enfin, pour moi, en tout cas, si je pense au tutorat en kiné. Mais on pourrait parler d'autres tuteurs. Par exemple, je vois, le tutorat, il s'organise aussi entre étudiants. Bah, pour moi, dans le tutorat entre étudiants, il y a aussi cette volonté de vouloir développer les compétences, vraiment développer des compétences. Dans l'éduquer, au sens propre du terme, on pourrait y voir simplement une vision un peu comme une ligne droite. Je sais pas si c'est, enfin, c'est pas très clair ce que je suis en train d'expliquer, mais Si. Est-ce que on pourrait aussi parce que ça soulève chez moi en plus une autre réflexion sur. Tu as parlé du tutorat entre étudiants. Il y a ce travail en compagnonnage. On utilise aussi beaucoup ça. Moi, je vois dans mon champ la thérapie orthopédique, on a ce qu'on appelle le fellowship. Donc, c'est le fait d'accompagner. On est encore, je pense, sur des différences subtiles avec le fait de tutorer. Est-ce que dans ma vision, moi, de personne qui ne connaît pas, parce que moi, le tutorat, c'est pas mon champ de compétences, est-ce qu'on n'est pas aussi sur un côté un peu comme, je sais pas, moi, je pense aux compagnons du Tour de France, le côté, est-ce que le tutorat ne touche pas plus à justement la création un peu d'une identité de métier auprès des apprenants ou la reconnaissance à un corps de métier ou la socialité professionnelle. Professionnelle, en fait, c'est ce qu'on va appeler la socialisation professionnelle. Elle est jamais dite ouvertement, mais elle est recherchée. Elle est recherchée. Quand tu vas accueillir un étudiant en stage et que tu vas lui faire visiter le service et que tu vas lui dire attention, telle personne, tiens, elle fonctionne comme ça. Tiens, nous, on fait des réunions tel jour. Il y a Albert ou Michel ou tiens, pour tradition, ils amènent des croissants tel jour. Et attention, avec tel professionnel, il vaut mieux éviter de faire ça. Et c'est rarement pensé ouvertement dans un cadre de socialisation professionnelle, dans le sens où on va donner une identité. Mais oui, c'est recherché. Et je pense que c'est peut-être quelque chose aussi qui, tu vois, c'est une valeur un peu refuge du tutorat, ça. D'accord. Parce que justement, là, tu parlais, je rebondis dessus, excuse-moi, je te coupe, mais je pense qu'on touche à une question que je me posais aussi. Je sais que tu t'intéresses aux enjeux identitaires, notamment, c'est ce que j'ai lu quand j'ai travaillé sur le résumé de ton mémoire pour préparer cet entretien, de ta thèse, pardon. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce que c'est que les enjeux identitaires? Parce que là, on est dans du jargon, je pense, purement sciences humaines et sociales. Eh ben, un enjeu identitaire, c'est, je vais prendre l'exemple tout bête. Quand je suis tuteur, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il y a d'avoué et d'inavoué dans le fait que je sois tuteur? Est-ce que je cherche en cela de la reconnaissance? De la reconnaissance au niveau de mes collègues, de mes hiérarchies, de mes proches? Est-ce que je cherche à développer des compétences chez moi, simplement? C'est-à-dire que ça ronronne un petit peu dans mon boulot. Et je me dis, tiens, je vais me lancer dans cette mission parce que ça va me bousculer un peu. Est-ce que je suis devenu tuteur parce que moi, je veux rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais étudiant? Est-ce que je suis devenu tuteur parce que dans ma vie perso, j'aime bien encadrer des gens, je suis coach, j'emmène mes gamins au foot, puis j'aime bien accompagner. C'est tout ça en fait, un enjeu identitaire, c'est essayer de voir qu'est-ce que le tutorat, qu'est-ce que ça provoque chez soi et chez l'autre. D'accord, ouais. Donc, ouais, on a vraiment à voir avec l'identité, comme c'est dit dans le terme, au niveau expérientiel des personnes. C'est ça, en gros, qu'est-ce qu'ils en retirent et pourquoi Qu'est-ce qu'ils en retirent et de quoi ont-ils été nourris pour en être là où ils sont aujourd'hui? D'accord, ok. Alors, ça marche. Mathieu, juste pour préciser, c'est que un des objectifs de la recherche que je mène, en fait, elle a aucune prétention, cette recherche. Elle a juste cette volonté de se dire, et je sais que des fois ça ressort dans les entretiens, ouais, c'est cool que vous vous intéressiez un peu à ce qui se passe au tutorat. Et je sais pas si on en retirera des choses, hein. Je sais pas. Je sais pas quelles seront les conclusions. Enfin, j'ai 2-3 choses qui commencent à naître, mais c'est simplement cette volonté d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans cette mission qui est ô combien difficile. Oui, justement, tiens, ça me fait penser à la chose suivante. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, je pense que j'ai bien compris ton parcours jusqu'à arriver à la thèse. Quelles ont été tes hypothèses de recherche au départ de la thèse et est-ce qu'elles ont évolué? Parce que là, tu dis que tu as fait passer des entretiens, donc j'imagine que tu as fait on va dire ta recherche expérimentale, si je puis dire, elle se fait à base d'entretiens avec des tuteurs, j'imagine. Du coup, quelles étaient tes hypothèses de départ et en quoi elles ont évolué, si jamais elles ont changé depuis le début? Alors à ce jour, j'en suis au début de la recherche sur le terrain puisque j'ai mené 4 entretiens sur les 15 initialement envisagés. Donc c'est des premières choses. En fait, les hypothèses, elles étaient liées au contexte. On a une réforme des études qui date de 2015, qui vient quand même, il faut le dire, sacrément bouleverser le milieu dans lequel on évolue. Alors, en tant qu'institut de formation, on rentre pleinement dans l'université. Les étudiants, on rajoute une année d'études en 2015. Et on amène le portfolio, on amène les compétences. J'en vois certains déjà derrière leur micro qui... Oh, les gros mots. On y reviendra, je pense, dans la suite. J'avais prévu de te questionner là-dessus. Et du coup, moi, je fais mon mémoire de master et je conclus en 2018 que finalement, cette réforme des études, oui, elle est là, mais sur le terrain, oui, elle pose des soucis, elle pose des questions, mais finalement, on reste dans des trucs très réconfortants pour le kiné que je suis à la base, c'est de se dire, étudiants comme kiné tuteur, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une relation humaine qui se crée et qu'on apprenne son métier, avant tout. Ça, c'est 2018. Et donc, je fais plusieurs hypothèses au départ. Je fais l'hypothèse qu'il y a des valeurs fortes, quel que soit le contexte dans lequel les étudiants se formés, il y a des valeurs fortes qui perdurent, qui sont liées au métier, à la profession, qui est une profession de santé. Le fait de vouloir accompagner, le fait de vouloir donner ce qu'on a reçu quand on était étudiant, et le fait d'avoir un métier qui est essentiellement, à l'époque, dans l'hypothèse, un métier qui est essentiellement pratique. J'ai une deuxième hypothèse quand je commence mon travail. La deuxième hypothèse, c'est de se dire, fonction du mode d'exercice de la massokinésithérapie,
le tutorat n'est pas envisagé exactement de la même façon. Alors, d'un constat qui peut être, vous allez me dire, Cyprien, il est gentil, il enfonce des portes ouvertes, mais c'est de se dire, si je suis masseur kinésithérapeute tout seul en zone sous-dotée et je reçois un étudiant, le tutorat, il a certainement des marqueurs qui sont différents de si je suis masseur kinésithérapeute sur un plateau technique où il y a 20 collègues kinés qui bossent avec moi et où il y a 5, 6, 7, 8, 9 étudiants qui sont sur le plateau technique. Donc voilà. Et puis une dernière hypothèse, c'était que la réforme des études vient, si ce n'est... pour faire très simplement, c'est la réforme des études, elle peut aussi provoquer chez certains une telle réticence qu'ils ne voudront plus encadrer d'étudiants. Voilà un peu les hypothèses de départ. Ce qui serait d'ailleurs problématique parce que on ne peut pas faire sans justement les personnes sur le terrain, qu'elles soient en structure ou en libéral. Exactement. Et alors juste pour compléter, Mathieu, donc il y a ces hypothèses de départ. Ces hypothèses, elles ont légèrement évolué suite à un questionnaire que j'ai fait passer l'année dernière, où il y a à peu près 300 collègues que je remercie d'avoir bien voulu participer à l'enquête. Et en fait, les hypothèses ont un peu changé. C'est que cette réforme, elle commence à être... elle est en digestion sur le terrain, là. Elle est en digestion. Elle est assez clivante. C'est-à-dire qu'elle est clivante dans le sens, maintenant, il y a des jeunes consoeurs et des jeunes confrères qui ont été formés dans ce référentiel, qui commencent à encadrer des étudiants. Et je vois poindre une espèce de dichotomie entre ce qu'on peut qualifier les plus expérimentés, qui ont 30 ans de bouteille, et puis et leur vision des jeunes collègues qui arrivent, et la vision des jeunes collègues qui arrivent sur le terrain par rapport à ces plus anciens. Et c'est assez, j'avoue que ça m'a mis une petite claque dans la figure quand j'ai dépouillé un peu ce questionnaire. Alors, attention, ça ne reste que des hypothèses, et même si mon étude venait à conclure dans cette direction-là, ce ne serait qu'une vision à un instant donné via une recherche qui a été faite et qui ne serait en rien une généralisation. En tout cas, ça questionne. Ça questionne à la fois le kiné que je suis, l'accompagnant d'étudiants en formation initiale, l'accompagnant de tuteurs, et c'est assez, ça questionne. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous entendrez la suite avec plein d'infos sur comment encadrer un étudiant en stage et également, on passera en revue le fameux portfolio. À très vite.